Philippe Martinez, c'est vrai que ça n'aide pas les syndicats ces dernières années. On l'a vu évidemment en particulier avec la réforme des retraites, le rapport de force est difficile. Les syndicats sont pas forcément dans une position de force dans les discussions avec le patronat ou avec les gouvernements. Ça n'aide pas d'avoir des salariés français qui sont si peu syndiqués. C'est sûr qu'il faudrait plus de syndiqués, mais ça a été très bien dit. Il y a des différences de syndicalisme selon les pays où on est. Vous savez, en Suède, par exemple, les syndiqués ont des rabais sur le paiement de leur électricité. C'est plus un syndicalisme de service qu'un syndicalisme français ou latin de mobilisation, etc. Après, il n'y a pas que la désindustrialisation. Aujourd'hui, dans bon nombre d'entreprises, vous vous retrouvez avec des salariés qui ont différentes conventions collectives, parce que le monde du travail a été éclaté, il y a beaucoup de sous-traitance, etc. Pour unifier tout ça, c'est compliqué. Et puis, je voudrais juste dire un truc, parce que ceux qui disent qu'on n'est pas représentatif, souvent les politiques en France d'ailleurs, vous savez que... allez, je vais prendre la CFDT, mais c'est pareil pour la CGT. Il y a plus d'adhérents que dans les partis politiques, dans chacun de nos deux syndicats que dans l'ensemble des partis politiques. Et personne ne dit qu'ils ne sont pas représentatifs. Alors quand il y a des manifestations, celle qui aura lieu encore demain, mais le mouvement des retraites de 2023, tout le monde a dit mais c'est un regain du syndicalisme, etc. Berger et moi, on avait la cote, beaucoup plus que Macron. Beaucoup, oui, et quand même moins qu'aujourd'hui. Moins aujourd'hui. Vous parlez de la manifestation de demain. On annonce une baisse par rapport à la dernière de participation de 30%. Je sais pas, je suis moins impliqué. Vous n'allez pas nous dire que vous êtes à la retraite, s'il vous plaît. Si, je suis à la retraite. Mais je suis moins au cœur de débats, de discussions. Effectivement, la dernière fois, on avait annoncé 800 000. Là, il y a eu 500 000. Là, la CGT donne plutôt des points de manifestation plutôt qu'un montant total de personnes manifestant. Comment vous jugez l'évolution de la CGT ? Ça fait un moment maintenant que la CFDT est le premier syndicat dans le privé et que la CGT subit une petite érosion. Est-ce que c'est l'érosion de tout le monde ou est-ce que c'est que votre mode de militantisme, de syndicalisme est un peu... Non, je pense que c'est ça. Il y a deux aspects. Je pense qu'il faut aller plus vite dans la prise en compte de la diversité du monde du travail. Le monde du travail est beaucoup plus divers que quand il y avait des grandes boîtes avec... moi, j'étais embauché chez Renault à Billancourt. Il y avait plus de 20 000 salariés, vous voyez. Et de l'ouvrier sur chaîne jusqu'à l'agent de sécurité, jusqu'au jardinier, on avait tous le même statut. Donc il faut prendre en compte cette diversité. Il y a les nouveaux métiers, les Uber, etc. C'est des métiers qui émergent, qui n'ont pas de statut, il faut qu'on s'en occupe. Et puis, c'est un fait, la CFDT est implantée dans plus d'entreprises que la CGT. Et forcément... l'efficacité du syndicat, on le voit au contact de la déléguée ou du délégué qu'on connaît et qu'on croise tous les jours. Pourtant, on comptait sur Sophie Binet pour un peu rajeunir l'image de la CGT. Mais... Vous n'avez pas de chapeau, c'est ça la différence. J'ai une moustache. Non, mais évidemment, elle incarne le renouvellement. C'est une femme, elle est jeune. Elle fait bien le job. Oui, elle fait bien le job, oui. Ça déborde pas d'enthousiasme. Écoutez, je suis pas... Je laisse ça à Nathalie Saint-Cric le fait de juger. Moi, je ne suis pas observateur. Je suis très bien dans mon syndicat. Je pense que nous avons une secrétaire générale. Vous savez, je me suis battu pendant 8 ans, les 4 dernières années notamment, pour la première fois depuis 130 ans, une femme dirige la CGT. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content que ce soit une femme qui dirige la CGT. Et le fait que vous voyez que l'intersyndical, ça remarche ? C'est-à-dire qu'il y a une position commune des syndicats, c'est quelque chose qui vous satisfait ? Bien sûr. C'est évident. Je pense qu'en 2023, on a fait la démonstration que, malgré des différences, voire des divergences, on était capable de mettre de côté un certain nombre de divergences et d'avoir un objectif commun. Je suis très content que ça fonctionne toujours. Quand les syndicats sont unis, ça donne confiance. Quand ils sont divisés, ça sème le doute parmi le monde du travail. Et ça profite à ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses. Comment vous qualifieriez la situation actuelle ? Crise de régime, crise parlementaire, crise politique ? Crise tout court. Crise de tout. Crise parlementaire, crise politique, crise sociale. C'est inquiétant. En tout cas, moi, je suis inquiet sur l'avenir.
Et vous êtes optimiste sur ce qui peut se passer vendredi? On attend tous un gouvernement, enfin, on attend plus ou moins. Ouais. On attend plus ou moins de savoir si les socialistes et l'intersyndicale acceptent les propositions de budget de Sébastien Lecornu. De vos antennes, vous pensez quoi? Jusqu'à maintenant, soit ses déclarations dans la presse, soit ce qu'il vient de dire, on n'a pas l'impression que la rupture est là, malgré ses déclarations. Comment on sort de la crise, puisque vous semblez observer la situation aujourd'hui avec une certaine distance? Vous dites crise tout court, crise politique, crise sociale. Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut, comme le préconisent certains, destituer le chef de l'État? Est-ce qu'il faut essayer de rassembler un maximum de Français dans les rues? Est-ce qu'il faut bloquer le pays? Il y a ce mouvement Bloquons tout qui est apparu au début du mois de septembre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement, et surtout le président de la République, parce que c'est lui qui a la manœuvre, ils mettent sur la table 4-5 propositions qui sont en phase avec tous les mouvements sociaux et donc il y a la question des retraites, évidemment. Il y a la question des salaires, parce que c'est un vrai problème. On est un pays où la pauvreté a augmenté. Vous vous rendez compte qu'on parle de travailleuses pauvres? Enfin, c'était impossible à imaginer il y a encore 10 ou 20 ans. Des salariés qui n'ont pas les moyens, qui dorment dans leur voiture. Il y a la question de la justice fiscale. Donc il faut mettre sur la table, qu'ils se mettent d'accord pour mettre sur la table. Que ce soit Zucman ou pas. Pardon? Que ce soit la taxe Zucman ou pas. La taxe Zucman, c'est bien, mais il faut une réforme en profondeur du barème des impôts. Parce que proportionnellement, vous le savez certainement, enfin vous le savez, plus on est riche, moins proportionnellement on paye d'impôts. Alors ça fait des grosses sommes, évidemment. Quelqu'un qui gagne 100 millions, en volume, ça fait beaucoup. Mais en proportion par rapport au premier barème de l'impôt, ça fait beaucoup moins. Mais quand même, à des pays où il y a le taux d'impôt qui sont les plus élevés. Hein. Il faut pas tout mélanger. Mais je mélange pas tout, je parle Non, je parle parle pas pour vous, mais je dis il faut pas tout mélanger. Il y a les impôts, il y a des taxes, il y a des cotisations sociales, et certains ont tendance à tout mélanger. Juste parce que vous parliez de la taxe Zucman, je voudrais vous faire écouter François Ruffin. Je ne sais pas si vous vous intéressez aujourd'hui au discours de François Ruffin. Je connais bien François Ruffin. Eh ben, on l'écoute justement sur la question de la taxation des plus riches. Moi, je donne au Premier ministre une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Et donc, il faut qu'il trouve 15 à 20 milliards d'euros sur les milliardaires de ce pays. 15 à 20 milliards d'euros, c'est beaucoup. C'est rien pour eux. En un an de crise Covid, les 500 fortunes ont vu leur patrimoine quasiment doubler, augmenter de 236 milliards d'euros. Donc oui, il y a 15 à 20 milliards d'euros à récupérer chaque année sur les plus grandes fortunes de notre pays. Et pour ça, il y a la taxe Zucman, il y a le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune, il y a la fin des sociétés écrans, il y a le relèvement des dividendes, il y a taxer les grandes transmissions. Donc il y a toute une somme de moyens possibles. Voilà, finalement, ce qu'il dit, c'est débrouillez-vous comme vous voulez, trouvez-moi un dispositif qui rapporte 15 à 20 milliards qu'on irait chercher chez les plus riches. Vous dites quoi là-dessus? Enfin, c'est une partie de l'argent qu'il faut chercher, mais par exemple, la conditionnalité et le contrôle des aides publiques aux entreprises. Voilà. On vous donne de l'argent, c'est bien de savoir à quoi ça va servir et de vérifier que ce que vous nous aviez dit, ça s'est matérialisé. Voilà. Ça, c'est le volet baisse des dépenses aux entreprises. Oui, mais c'est aussi des recettes. Puisque moins vous dépensez, plus il y a d'argent dans les caisses. Ça, c'est aussi une solution, par exemple. En tout cas, c'est une demande de l'ensemble des organisations syndicales aussi. Sonia Niemeyer, on discutait hier du delta entre les salaires bruts et les salaires nets, en disant qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent, en voyant leur salaire, que c'est agréable quand on regarde en haut à droite, mais que ça l'est nettement moins quand on regarde en bas à droite aussi. Vous, au contraire, vous considérez que c'est un faux débat ou que ce n'est pas un débat adapté parce que vous considérez que la baisse des charges, c'est un cadeau au patron. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez en quoi. Et vous dites même après, dans votre livre, c'est un choix de société. Ceux qui la défendent veulent privilégier la protection sociale, ce qui conduira à une situation semblable à celle des États-Unis. Qu'est-ce que vous diriez à un salarié à qui on dit on va rapprocher le brut du net, on va exonérer de charges les patrons de manière à ce que vous ayez plus d'argent pour le convaincre que c'est pas bien? Oui, il y a déjà beaucoup d'exonérations de cotisations sociales. Parce qu'on dit cotisations sociales. Oui. Tu dis quoi? Charges. Ah. Mais ça. Ça trahit une idéologie, ça. Non, ça trahit rien. Vous reprenez des termes. Du patronat.
souvent usitées par le patronat, mais pas que. Bon, pas que. vous êtes pour comprendre en quoi... Les cotisations, c'est du salaire, ce qu'on appelle le salaire différé. C'est-à-dire vous ne le touchez pas tout de suite, mais il vous sert tout au long de votre vie. Quand vous allez à l'hôpital, on paye moins qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Quand vous êtes à la retraite, vous touchez une pension. Ça, c'est l'argent que vous avez cotisé. Donc, ce n'est pas du salaire de fin de mois, c'est du salaire tout au long, mais dès la naissance, puisque les allocs, c'est aussi ça. La meilleure solution, par exemple, c'est d'augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, automatiquement, comme c'est un pourcentage du salaire, les cotisations augmentent. Mais certains disent aussi, on fait peser la responsabilité, en tout cas le financement de la protection sociale dans notre pays, sur les salariés. Oui. Il faudrait aussi aller chercher, on pourrait alléger les cotisations sociales et compenser en allant chercher de l'argent chez les retraités, dans les hauts patrimoines. On parle aussi de TVA sociale. Il y a toute une série c'est pas des salaires, c'est des primes, etc., qui ne sont pas soumises à cotisation sociale. On pourrait cotiser les salariés et les patrons, parce que, par exemple, l'intéressement, c'est aussi le patronat qui fait des économies, puisqu'il ne cotise pas. Et puis, beaucoup de transactions financières ne sont pas soumises à cotisation sociale. Par contre, on pourrait moduler en fonction de l'objectif de l'entreprise. Par exemple, des entreprises qui embauchent, on pourrait moduler les cotisations et voire les baisser un peu, puisqu'ils contribuent à créer des richesses économiques, mais aussi sociales. Certaines banques, etc., qui licencient, etc., il faudrait les voir. Voilà. Vous êtes pour, finalement, qu'on choisisse que ce ne soit pas un système forcément totalement automatique, mais il y ait des modulations éventuellement pour éventuellement favoriser l'emploi. On pourrait adapter. Ceux qui contribuent à créer des emplois, oui, ils pourraient avoir des baisses de cotisations. Bien, vous m'avez écouté. Nathalie a bien retenu la leçon. Non, mais elle écoute, je le sais. Sur la réforme des retraites, vous avez entendu que Sébastien Lecornu a proposé aujourd'hui une amélioration de la retraite des femmes. La CGT a répondu « enfumage, ce sont des miettes hors sujet ». Finalement, tout le monde appelle au compromis dans ce pays, mais personne ne veut le pratiquer. Oui, mais quand vous proposez quelque chose, vous dites concrètement améliorer la retraite des femmes. D'accord, mais comment ? Il a expliqué en prenant compte des 23 ou 24 meilleures années en fonction du nombre d'enfants qu'on a eu. Et donc, il y a une ébauche d'explication qui s'avait dans la conclusion du conclave. Vous n'y étiez pas, mais... Non, je n'y étais pas. Ça, c'est une avancée concrète, quand même. Il faut... la meilleure avancée, c'est que les femmes soient payées comme les hommes. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. On est tous d'accord, mais il y a eu combien de lois qui prévoient l'égalité salariale ? Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? Je crois qu'il y en a eu 15. Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? Il y a à regarder les entreprises, notamment dans la grande distribution, qui pratiquent le temps partiel obligatoire. Allez dans un magasin, vous verrez les caissières en général. Pudiquement, maintenant, on appelle ça des hôtesses de caisse, mais ce sont des caissières, tout le monde comprend. Qui viennent un petit bout de la journée et qui rentrent ou qui ne rentrent pas parce qu'elles habitent loin de leur boulot et qui reviennent faire 2 heures le soir. Le ménage, métier très féminin aussi, c'est pareil. Donc, rendre des temps partiels à temps complet. Vous allez voir, ça va faire des cotisations supplémentaires et à la fin de la carrière, les pensions sont meilleures. Par exemple. Mais honnêtement, si on prend à témoin l'opinion et qu'on dit il y avait des avancées proposées en matière de pénibilité, ce qui va venir là, manifestement du côté de Matignon. Si on dit, pour la retraite des femmes, c'est pas formidable, mais c'est mieux que ce qu'il y a actuellement. Si on dit, pour les bas salaires, ou le gel éventuel qu'il y aura l'année blanche, vont être épargnés, ou les bas salaires ou la retraite, est-ce que vous serez, je parle pas de vous, mais est-ce que vous serez totalement en possibilité de dire, faut faire tomber ce gouvernement, en sachant que l'instabilité est quand même quelque chose qui angoisse les gens. Je vous donne mon avis personnel. La question n'est pas de changer de gouvernement. La question est d'avoir des mesures concrètes qui vont... Mais quitte à le faire tomber, c'est ça que je veux dire. Mais il y en a combien qui sont tombés déjà ? Est-ce que ça a changé la vie des Françaises et des Français ? Non ? Donc c'est pas... La question, c'est d'avoir des propositions concrètes sur la table. Ils se mettent d'accord à l'Assemblée. Il peut y avoir une majorité. Et puis, vous savez, c'est Lecornu qui a dit je ferai une politique de rupture. C'est ça la rupture.
Le président Macron, quand il a été réélu, il a dit « j'ai changé ». Je l'ai entendu, j'étais encore en responsabilité. Il n'y a rien qui a changé. Les gens, ils veulent des choses concrètes. Et je pense si tout le monde y met du sien, eh ben, on peut travailler. Ils régleront, entre guillemets, leur compte lors de la présidentielle. Mais là, il y a besoin de choses concrètes tout de suite. Parce qu'il y a une vraie crise sociale. Y compris un effort du côté des syndicats ou des partis de gauche. Pourquoi pas. Alors, venons-en à Emmanuel Macron, parce que vous le ciblez quand même pas mal. Vous avez remarqué ? Vous avez remarqué. Et alors, je voudrais que vous nous racontiez, parce qu'on a quand même le droit de rire, votre rencontre à l'Élysée, où vous êtes 3 finalement, alors que vous deviez être 2. Ah oui, c'était la première votre première rencontre. Je l'avais connu avant, il était ministre de l'économie, peu de gens s'en souviennent. Je suis reçu, donc je monte dans son bureau, puisque c'est à l'étage. Et à côté de moi, galopait un jeune chien, parce que chaque président... Alors c'est drôle, parce que le chien sur le parquet ciré, il glissait. Et on se retrouve dans le bureau, non pas en tête-à-tête, mais en trio, puisqu'on était le président de la République, moi-même et son chien. Et je lui ai dit, c'est un tête-à-tête ou c'est un dîner entre amis ? Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, on est 3. Donc il a fait sortir il a demandé à un huissier. Vous voulez dire qu'il voulait vous attendrir en mettant le chien entre vous ? Il a Vladimir Poutine l'a fait avec Angela Merkel, mais c'était pour le faire. C'était pas pour l'attendrir. Je ne compare pas le président Macron avec Vladimir Poutine. Ceci dit, il a un côté quand même, ce président de la République, en tout cas moi, et je l'ai vu en d'autres occasions, à vouloir jouer ami-ami. Je cite dans le livre la poignée de main ferme, la petite tape sur l'épaule et le clin d'œil. Et j'ai remarqué qu'il le faisait à beaucoup de personnalités qui lui rendaient visite. Et quand vous lui envoyez un SMS, ça manque pas un peu de respect quand vous lui parlez ? Attendez, je cherche le titre et j'ai noté. Vous lui dites plusieurs fois des choses assez désagréables. Vous parlez de son insincérité. Donc vous considérez qu'il est insincère ? Je lui ai envoyé un SMS, si c'est de ça que vous parlez. Oui, c'est celui que vous racontez. Nous avions fait, parce que nous avons des valeurs, avec Laurent Berger, une tribune entre les 2 tours de l'élection présidentielle en 2022. Et il m'avait appelé pour dire le Rassemblement national n'est pas dans le camp des travailleurs et des travailleuses. Et il m'avait appelé, il m'avait laissé un message sur mon portable. En me disant on n'est pas toujours d'accord, mais vous allez voir, on va vous écouter, etc. Et je lui avais juste répondu que l'humilité n'était pas un défaut, c'était une qualité. Oui, je pense qu'il n'est pas humble. C'est pas un manque de respect, c'est une... Quelle est la personnalité politique aujourd'hui dont vous vous sentez le plus proche ? On a vu François Ruffin tout à l'heure. Moins loin. Celui qui a laissé un bon souvenir. Des bons souvenirs. Moi, j'aime les personnalités politiques qui, quand elles disent oui, c'est oui. Donc, je vais élargir. J'ai côtoyé Jean Castex, Premier ministre. On n'était pas d'accord sur grand-chose, mais au moins, quand il disait oui, c'était oui. J'ai horreur des politiques, et il y en a beaucoup trop, qui vous disent « bon, on en reparle », et puis on n'a plus jamais de nouvelles, vous voyez ? Qui, par exemple ? Pas de nom. Lisez le livre. Donc je remarque quand même que quand on vous demande une personnalité politique, de donner un satisfecit à une personnalité politique, c'est Jean Castex qui sort. Il n'y a personne à gauche. Aussi. Parce qu'il avait Le Drian sur la fermeture, la liquidation d'une entreprise en Bretagne, comme on dit un peu trivialement, à mouiller la chemise, mais c'était en Bretagne. Je ne sais pas s'il l'aurait fait dans un autre. Mais voilà, moi j'aime les politiques qui, quand ils s'engagent, ils s'engagent. Ils ne font pas ça juste pour vous faire plaisir, ou en tout cas pour noyer le poisson, comme on dit. Page 217, vous parlez de la gauche au pouvoir, c'est pas spécialement aimable. Mais vous voyez que je suis... Vous êtes très large. Bah oui, mais les septennats de François Mitterrand, le gouvernement Jospin, pendant le quinquennat de François Hollande, a trop souvent conduit à des politiques de régression sociale. Oui. C'est ça votre bilan de la gauche au pouvoir ? C'est une partie du bilan de la gauche au pouvoir, oui. La gauche plurielle, puisque vous en parlez, Jospin. Moi, Jospin a été, pas que grâce à ça, mais a été élu au moment où Renault fermait Vilvorde, en 1997. Il avait fait des meetings, je le raconte. Avec moi, Vilvorde ne fermera pas. Un mois plus tard, il a dû dire l'État ne peut pas tout faire. Voilà, c'est tout. Moi, je fais des constats. Qui a dit mon ennemi, c'est la finance ? François Hollande. Merci. Vous irez manifester demain ? Oui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut continuer à montrer son mécontentement. Si on ne fait rien,
Si on ne fait rien, on ne peut pas se plaindre après que les choses ne... Faut essayer de faire des choses. Son mécontentement contre quoi? Est-ce que ce mouvement aussi, son problème, c'est que il n'y a pas une mesure qui est particulièrement ciblée. Il n'y a même pas de gouvernement, en fait. Ça vous aide peut-être pas beaucoup non plus. Oui, mais il faut quand même exprimer... il y a des revendications claires, nettes, précises. Il y a les syndicats ont donné une tribune quand ils ont été reçus chez M. Lecornu, et ils ont donné... ne rien faire, c'est pas accepter, mais c'est laisser ceux qui vous expliquent votre vie continuer à vous expliquer votre vie sans jamais la connaître. Donc il faut agir d'une façon ou d'une autre. Vous avez des relations complexes avec Jean-Luc Mélenchon. Lui qui appelle à la destitution du chef de l'État, vous lui dites Banco, c'est pas une mauvaise idée? Vous lui dites rien? Je dis rien, il fait sa vie et je fais la mienne. Mais c'est pareil, pour qui à la place? Est-ce que ça, c'est considéré qu'un homme ou une femme, parce qu'il y a aussi une femme qui est potentiellement présidentiable, pourrait changer la vie? Non, il faut des choses concrètes. Il faut des choses concrètes. C'est ce que les gens attendent. Enfin, vous allez faire vos courses comme moi. Quand on écoute les gens, ils disent ça va pas, mon salaire, j'arrive plus à boucler mes fins de mois. Je vais à l'hôpital, il y a des problèmes. C'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on entend. Mon tour de Gaulle, c'est le titre de ce livre que vous publiez chez Plomb. Vous racontez. Alors, Nathalie l'a lu. Moi, je l'ai pas lu, mais Nathalie l'a lu. Vous racontez votre parcours, ces 8 années à la tête de la CGT. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux Français? Est-ce qu'il vous manque? Est-ce que ça vous manque, le rapport direct avec les Français? Non, parce que je l'ai toujours. Je suis souvent accosté dans la rue, dans le métro. Comment ça va, monsieur Martinez? Ça se passe bien à la retraite? Vous nous manquez parfois même. Oui. Moi, vous savez, le problème dans ce pays, c'est qu'une partie de la classe politique, une grande partie de la classe politique n'écoute pas. Et il y a un besoin d'être écouté et entendu de la part des citoyens et des citoyennes de ce pays. Et c'est ça qu'il faut transformer. Et donc, moi, j'aime bien, voilà. Vous savez, pour commencer une conversation, c'est facile. Vous demandez, mais vous devez le faire dans vos familles aussi, je suppose. Ça va le boulot? Et après, vous écoutez. Et vous en avez pour une demi-heure. Ce qui va pas. C'est ça la réalité. Il faut être proche des gens. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. C'est une belle phrase de conclusion. Merci Philippe Martinez d'être passé nous voir ce soir dans Tout est politique. Je le garde, vous me le dédicacerez.